Stéphane Breda, notre arbitre complètement foot, est là, lui, comme chaque dimanche. Et oui, j'ai pris la décision aussi dans les bonnes résolutions, c'est de respecter l'heure de la conduite. Et donc à 21h05 précise, il est là. Salut Stéphane. Bonsoir. Salut Steph. Surtout qu'il y a encore pas mal de choses. J'ai l'impression qu'on pourrait, ceci dit, repasser la bande des 2 derniers dimanches, juste changer le nom des clubs, changer le nom de l'arbitre sur le terrain ou dans le VAR et changer le nom des joueurs impliqués. Ouais. On se retrouve quand même souvent dans le même type de phase ou le même genre de discussion. Vergote n'y est pour rien ce week-end. Ce week-end, la précision est importante. Union Saint-Gilloise OHL. Hier soir donc ce match, on reviendra sur cette victoire des unionistes. Fallait-il donner un carton rouge direct à Burgess à la 62e puisqu'il a reçu un carton jaune sur cette phase? Votre avis, Stéphane Breda? Et puis on entendra Pascal Chimet et Nordine Jbari précisément sur cette phase. Oui, je pense sincèrement qu'il faut lui donner un carton rouge direct. Il y a l'anti-jeu, mais il y a aussi l'engagement, la dureté de la faute. Il s'en sort très bien et c'est toujours à 0-0 à ce moment-là. Donc ça peut, pour moi, ça influence évidemment la suite du match. Est-ce que l'Union l'aurait emporté en jouant à 10 ? Peut-être que oui, mais voilà, ce genre de phase, c'est vraiment problématique parce que je pense qu'elle est assez claire et donc c'est difficile d'expliquer pourquoi l'arbitre ne prend pas la bonne décision, mais surtout pourquoi le VAR ne corrige pas. Ou alors il faut arrêter début de saison qu'on nous dise que dès qu'on met l'intégrité physique d'un joueur en danger, le joueur fautif sera exclu. Il y a une différence entre les actes et les discours de début de saison, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Lothar donne au sifflet, Kevin Van Damme dans le VAR, pour votre info. L'avis de Pascal, l'avis de Nordine, rouge ou pas rouge? Enfin, il y a eu jaune donc, et non-intervention du VAR sur cette phase. Fallait-il donner rouge, Pascal? Alors, si l'étalon de mesure, c'est la mesure le point, alors non, il n'y a pas rouge. Parce que la semaine passée, on ne met pas rouge à le point, donc Burgess ne mérite pas rouge. Est-ce que je vous disais qu'on peut reprendre parfois les mêmes phases? Moi j'étais au stade et j'étais vraiment plein axe. Et alors oui, je pense que les images sont plus spectaculaires, et notamment les ralentis, sont plus spectaculaires que la réalité de la gravité de la faute. Alors oui, il vient par derrière, mais il ne vient pas vite. Et alors oui, il prend la cheville. Donc moi, je suis d'avis que c'est jaune foncé, etc. Si on donne rouge, si le VAR intervient et c'est rouge, je crie pas au scandale. Ouais. Mais ce n'était pas méchant, entre guillemets. Ça pouvait être potentiellement dangereux. Si le VAR intervient et donne rouge, si l'arbitre donne rouge direct, ok, il donne rouge, pas de souci. Mais je peux comprendre qu'il n'y ait pas eu de carton rouge. Voilà, c'est mon avis. Nordine? Moi, oui, mais normalement, un carton rouge, alors que Borges, je l'adore, j'ai toujours dit que c'était le meilleur défenseur de Belgique, mais oui, il doit prendre un carton rouge. Est-ce que ça influence aussi les spectateurs ou téléspectateurs neutres, les suiveurs neutres, enfin en tout cas ceux qui ne sont pas supporters de l'Union, que semaine après semaine, il y a quelques phases avec le même joueur et que là, ça nous a paru clair à toutes et tous, ou en tout cas parce que c'était lui tout seul qui revient par derrière en retard et que donc il fallait rouge, ou selon vous ça ne doit pas jouer? Moi je pense que quand vous êtes en tête du classement, souvent, alors je sais que les arbitres vont crier, dire que c'est pas vrai, etc. et que ce débat a lieu dans tous les pays. Mais je pense qu'à un moment donné, quand vous devez prendre une décision et vous n'êtes pas sûr, vous êtes convaincu, mais pas tout à fait, et que vous n'êtes pas certain, eh bien, vous allez privilégier, entre guillemets, mais involontairement, c'est humain, la grande équipe par rapport à la petite. Et force est de constater, ces dernières semaines, que l'Union Saint-Gilloise est considérée par les arbitres comme, entre guillemets, une grande équipe. Et donc et qu'elle serait peut-être un peu privilégiée. C'est pas une honte de le dire, mais moi, c'est mon analyse, qui voit les matchs semaine après semaine, et qu'à un moment donné, quand tu hésites sur une faute sur Lazare, tu sors un carton jaune contre l'adversaire de Lazare avec plus de facilité que si c'était l'inverse. Stéphane, rien à ajouter là-dessus? Évidemment, quand on est en tête du classement, on est plus offensif et donc
ou deuxième, et on subit évidemment plus de fautes, et l'équipe contre qui veut jouer va user de tous les moyens pour essayer de vous arrêter. Donc c'est un peu logique aussi. Maintenant, c'est vrai, on peut penser que c'est plus facile évidemment que la pièce tombe du bon côté quand on a une grande équipe face à une plus petite. On peut penser qu'il y en a qui manquent de courage. Je me rappelle de Serge Gumini, à peu près tous les clubs et tous les joueurs le détestaient parce qu'il était à peu près cohérent avec tout le monde. Donc il était dur avec tout le monde. Non, c'est pas pour ça que moi je l'aimais pas. Non, c'est pas pour ça que je l'aimais pas. Ok, non, je l'aimais pas parce que je le trouvais très arrogant. Oui, dans sa gestuelle et dans son rapport avec les joueurs. C'est pour ça que moi je l'aimais pas. Pas sur le fait qu'il se trompait ou il se trompait pas, sauf qu'il s'est quand même gravement trompé avec Walter Basseggio à l'époque. Hein, bon. Ouais, mais donc ça c'est une phase. Maintenant, moi j'ai eu la chance de le fréquenter évidemment pas mal et d'aller à l'étranger avec lui. Oui. Et c'est vrai qu'il donnait cette impression d'autoritarisme. Je dis pas qu'il était comme ça dans la vie. Garçon. Je dis pas qu'il était comme ça dans la vie. D'ailleurs, moi je ne juge pas l'homme, je juge le travail. Sur le terrain, il était arrogant. Il était arrogant, la manière dont il repoussait les joueurs, la manière dont il parlait aux joueurs et son gestuel, c'était très arrogant. C'est pour ça, voilà. C'était une parenthèse. Mauvais exemple, Stéphane, apparemment. Tu l'as bien fait de venir. Vous n'êtes pas d'accord tous les deux. On enchaîne dans ce cas-là, vous savez ce qu'on fait? On enchaîne avec Antwerp Standard cet après-midi, 4-1. Ouais. Vous voulez revenir tous les deux ici, puisque vous y étiez, je l'ai dit, mais je le répète, au stade, sur ce but annulé pour l'Antwerp. Mais aussi, d'abord, si vous permettez, ce deuxième jaune à Chimirot en début de deuxième mi-temps, mérité ou pas? Votre avis, Stéphane Breda? Ça, c'est vraiment une phase, je ne vais pas employer le mot, ça commence par M, parce qu'il y a effectivement un léger tirage de maillot au début de la phase. Il ne donne pas de signe de l'avantage, ça veut dire qu'il peut revenir sur la faute. Il estime, j'imagine, c'est l'analyse que je fais de sa décision, il estime évidemment que le joueur perd un peu de vitesse et que ça permet à Baudard d'intervenir. Il vient chercher la faute initiale qui est quand même légère, et puis après on est simplement dans un duel. Et donc on ne peut pas le critiquer d'avoir sifflé, donc automatiquement il doit donner un deuxième carton jaune, mais il n'aurait pas sifflé du tout. Je n'aurais pas été choqué par rapport à ça non plus. Et je pense que dans l'esprit du match, avec le combat que c'était, parce qu'il faut quand même avouer que l'Antwerp y a été aussi dans les duels, je pense que si on n'avait pas sifflé ce duel-là comme ça, c'était pas un scandale. Donc à mon avis, il aurait mieux fait de ne pas siffler. Non, mais le problème c'est que ça change. C'est une grande décision qui fait cause à effet. Donc moi j'ai pas compris. Moi j'ai trouvé ça dur. Franchement, j'étais là sur place, j'ai vu, parce qu'on dit un tirage de maillot. Je regarde, je vois même pas, parce que même c'est le bras. Vite, mais en fait, c'est tous les deux. Pratiquement, c'est tous les deux qui sont un peu au duel. C'est très dur. Moi, je trouve que c'est très dur. C'est la typique phase. Vas-y, Stéphane, vas-y. Mais en plus, dans ce match, il y a deux phases qui balancent complètement le résultat. Ouais. C'est le troisième but de l'Antwerp annulé, et dans la foulée, ça fait 2-1. Si c'est 3-0, je pense que le match est plié, on ne parle pas de la deuxième phase. Moi, à la limite, si je vois une faute sur ce tacle, c'est une faute du joueur du Standard qui prend le pied du joueur de l'Antwerp. Et donc, le but est parfaitement valable. Maintenant, l'arbitre siffle. On voit d'ailleurs qu'il siffle et qu'il lève le bras au moment du shot, donc le VAR ne sait pas intervenir. C'est ça, ouais. Mais au lieu d'être 3-0, c'est 2-1. Pour en revenir à l'exclusion de Chimirot, l'arbitre est pris en otage, au fait, par son coup de sifflet. Ouais. Un grand arbitre qui est pensionné maintenant, avec qui je conversais il n'y a pas très longtemps, me disait il vaut mieux ne pas siffler que siffler sur certaines phases. À partir du moment où l'arbitre siffle, il doit donner jaune. Donc, c'est la conséquence de son coup de sifflet. Tu siffles parce qu'il y a une faute du défenseur en qualité de dernier défenseur, avec une action claire de but. Tu dois sortir un deuxième carton. Donc, Stéphane a raison là aussi. Il aurait fallu ne pas siffler. Oui et non, parce que moi, j'aimerais qu'un jour, on puisse siffler et se dire, je donne pas jaune parce que c'est pas si grave. Oui, mais il y a une claire occasion de but, Nordine. Si tu siffles, c'est que tu estimes qu'il y a eu faute. Je pense que quand tu regardes l'action, même s'il n'y a pas
même s'il n'y a pas ce petit... où il se frictionne un petit peu, je pense que Bodard sort bien, tu sais. Je ne pense pas qu'il peut aller au bout. Pour moi, personnellement. Après, c'est difficile à l'arbitre d'analyser tout ça, évidemment, de dire est-ce que l'autre va... Est-ce que Bodard... Mais est-ce qu'on ne pourrait pas siffler et se dire, finalement, je ne donne pas de jaune? On ne pourrait pas faire ça? Il y a le règlement, bien sûr, mais on pourrait quand même faire ça. Non, il va se faire massacrer à partir du moment où c'est une occasion claire de but. Peut-être pas le dernier homme, mais en tout cas une action prometteuse. Ouais. Ses instructions sont claires. Donc, je suis d'accord avec Pascal, il s'enferme dans cette décision parce qu'il siffle. À la limite, on lui reprochera peut-être de ne pas avoir sifflé une petite faute, mais même pas. Je pense qu'il n'y a aucun examinateur qui viendra discuter là-dessus. C'était un duel assez engagé. Et en plus, je rappelle que quand j'ai vu les duels de ce match, et c'était très agréable à regarder, d'ailleurs, malheureusement, l'exclusion a un peu tout changé, ben c'était agréable. Donc, je vais dire, l'intensité était haute. Il n'y avait pas de méchanceté. Donc, on ne lui aurait pas reproché de ne pas siffler ce genre de choses, je suis persuadé. Alors qu'en première mi-temps, donc on y revient, 36e minute, il y a eu ce but de Delatz annulé parce que M. Botterberg, qui était l'arbitre de cette rencontre, on ne vous l'avait pas encore rappelé, avait sifflé une faute entre guillemets de Balikwisha, l'Anversois, sur Donum. Y avait-il faute et donc fallait-il arrêter le jeu? Et ce but n'était-il pas valable s'il n'y avait pas faute? Stéphane Breda et puis Nordine et Pascal. C'était pas chaud. Comme je disais, c'était pas chaud. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, s'il y a une faute, elle est dans l'autre sens. Et donc, le but est parfaitement valable, mais on en vient de 3-0 à 2-1. C'est vraiment le tournant aussi du match à ce moment-là, parce que le Standard est revenu. Ils étaient bien dedans avant l'exclusion. Donc, on ne sait pas comment ça peut tourner. Donc finalement, il va quand même se faire tuer, quoi. Mais cette erreur-là, Stéphane, honnêtement, si on doit émettre un jugement, cette erreur-là, elle est beaucoup plus grave que d'avoir sorti Chimirot à but de carton jaune. Parce que là aussi, je peux comprendre les supporters du Standard et même certains dirigeants qui pestent sur ce carton jaune et le carton rouge. Mais si c'est 3-0, si l'arbitre ne siffle pas, c'est soit de but, soit de pénalty. Peut-être. Le VAR, à voir comment le VAR aurait réagi. Mais à 3-0... avant la mi-temps, le match est plié, quoi. Là. Et puis, on l'avait dit qu'on serait positif aussi concernant les arbitres. C'est dommage parce que M. Botterberg, dans un match quand même parfois par moment engagé, il était bien. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Il était bien, moins convaincu. Ça fait 2 ans. Non, mais je sais, ça fait 2 ans. Non, mais c'est comme quand on dit on a perdu. Il y a eu énormément de phases où ça a frotté. Mais on a été bon. Vous comprenez ce que je veux dire, Nordine? C'est juste parce qu'on s'était dit que dans les bonnes résolutions de 2023, avec Stéphane et Pascal la semaine dernière, on s'est dit qu'on allait dire aussi tout le positif qu'a fait un arbitre dans un match. Botterberg. Franchement, tant qu'on n'attaque pas les hommes, les arbitres doivent comprendre. Ici, on analyse les joueurs, on peut analyser les arbitres, puisque c'est du respect d'analyser les arbitres, puisque ça veut dire qu'on est conscient qu'ils font partie des acteurs du football. Donc, ils doivent accepter ça. Mais après, il ne faut pas attaquer 2 phases sur un match de 96 minutes engagées. Il y a eu pas mal de duels, de fraudes. C'est 2 phases importantes. Ça va, j'ai essayé de sauver, mais ça n'a pas marché. Nordine n'a pas entendu. Stéphane. Et vous oubliez le 1-0, parce que le 1-0 était annulé, et quand, heureusement que le VAR était là, et le joueur était couvert d'1 mètre. Hein. Et là, donc en fait, c'est problématique. Il était bon quand même. Non. Non, mais 1 mètre, et l'assistant, c'est un assistant FIFA. On se dit 1 mètre, c'est quand même... beaucoup. Mais soyons positifs. Qu'est-ce que c'est 3 fautes sur 96 minutes de jeu? Non, mais vous avez compris. Mais dis-lui, Nordine, dis-lui. Non, mais le problème, c'est que semaine après semaine, les arbitres ont beau, certains, pas tous, ont beau commettre des erreurs, mais la semaine d'après, ils sont sur les terrains parce qu'on n'a pas suffisamment de vivier. On n'a pas suffisamment d'arbitres. C'est qui ça, monsieur De Vivier? Il est à l'arbitre. Où et quand? Pour quel match? Non, mais moi, j'ai pas de problème qu'il soit de nouveau parce que les joueurs peuvent faire des erreurs aussi, ils peuvent rater des occasions, mais il faut qu'ils apprennent de leurs fautes, tout simplement. Peut-être ce que vous venez de dire, pas siffler directement, attendre un petit peu, donner un laps de temps. Ça, à mon avis, ça peut s'apprendre, parce que je peux comprendre que ça peut être aussi difficile inconsciemment. Qui disait ça? Il y a un arbitre qui disait ça, ne jamais mettre le sifflet en bouche. C'est ça, hein? Moi, je l'avais en main pour éviter justement de me laisser une demi-seconde de réaction et peut-être me dire ça peut continuer, on ne casse pas par exemple un avantage. Stéphane, petite question, est-ce que
on est grand arbitre ou on le devient, selon toi? C'est quoi ta conviction? Ma conviction, c'est que c'est d'abord 90% de sueur pour arriver à un résultat. Et je suis assez d'accord avec Nordine. Tu sais, quand tu rentrais un samedi soir ou un dimanche soir et que tu avais loupé une phase, parce que c'est malheureux, hein, parce que c'est peut-être 90 minutes où tu as bien arbitré et une phase qui te tourne le dos, où tu as une malchance et à la limite on te traite de voleur. Et donc c'est compliqué, surtout sur leur voiture, et tu te rends compte que tu as faussé aussi le travail d'une semaine de joueurs, d'entraîneurs et compagnie. Donc moi j'étais pas à l'aise avec ça. Mais il faut aussi accepter de se remettre en question et de se dire, ok, l'arbitrage c'est arbitraire, je prends des décisions, c'est pas facile. Elles ne sont peut-être pas bonnes, et je dois essayer d'écouter, et très honnêtement, à chaque match, ils ont des aides, parce qu'ils revoient aussi leur match, ils ont les examinateurs et ainsi de suite. Donc, effectivement, on progresse, et puis à un moment donné, tu stagnes, et puis comme un joueur, parfois tu as une mauvaise période, et ce que je reproche, c'est qu'on ne les protège pas assez. Effectivement, quand tu as une mauvaise période, d'aller te rendre confiance peut-être avec un ou deux matchs en 1B, et puis comme quatrième, te laisser le temps de te remettre, ne pas être non plus de nouveau sous les phares la semaine suivante, et si tu as encore le malheur de te planter, c'est 2 semaines d'affilée, donc ça commence à chauffer. Et donc, voilà, en plus, ils ont une grosse tension, parce que, allez, on pense qu'il n'y a pas de compétition pour les arbitres, mais ce n'est pas vrai. Hein, ils jouent pour être internats, plus ils ont de matchs, plus ils sont rémunérés, plus ils ont de beaux matchs, et ainsi de suite. Donc, tout le monde a envie d'avoir les beaux matchs. Donc, voilà. Vous avez raison, mais ça, je vais vous répondre, c'est la même chose pour les joueurs. Oui, un attaquant qui rate 2 fois à 2 matchs des buts importants, le 3e match, il peut être sur le banc. Je veux dire, ça fait partie du métier. Si ces gens-là n'arrivent pas à gérer la pression, il y a un problème. Donc, on a tous... il y a des joueurs... moi, je vais te dire, franchement, c'est positif. Sauf pour Perica. Non, c'est positif ce que je dis, parce que je parle... Pardon, pour dire que les arbitres sont comme nous, c'est-à-dire qu'ils sont dans le même métier, dans la même famille. Donc, tout le monde doit évoluer, doit essayer d'évoluer comme vous dites. Après, les mettre 1 ou 2 matchs, écoute, s'ils font une erreur à un match et qu'il faut les écarter 2 matchs pour qu'ils oublient leur erreur, il y a un problème. Hein. Parce qu'il y a des erreurs, ils vont encore en faire, malheureusement. Mais je ne parle pas d'une erreur à match, mais on a eu à un certain moment des arbitres qui ont eu vraiment un passage à vide. Oui, ça oui. Je pense à M. Boucaud il y a quelques années, et là, effectivement, on a pris la décision de lui donner quelques matchs au niveau en-dessous, le temps qu'il retrouve ses marques. Et puis après, il est bien revenu. Donc, c'était la bonne décision à faire à ce moment-là. Donc, je pense qu'il faut les protéger, les accompagner, les aider. Moi, c'est pas une sanction dont je parle. C'est vraiment leur permettre de retrouver la sérénité nécessaire pour bien prester. On termine le focus. 3e match sous la loupe. Club de Bruges, Sporting de Charleroi. Score final 2-2. Monsieur Lardo au sifflet dans ce match. Mais le rouge pour Boukamir à la 74e, à l'entame du dernier quart d'heure. Mérité cette rouge. Stéphane? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup à dire là-dessus. Hein. Il essaye, il rate son intervention, donc il prend le joueur et effectivement il brise une chance de but. Donc la décision est très claire. Pascal, Nordine. Non, là, il n'y a pas à discuter. Hein, franchement. Le pénalty sur Noah Lang, il y avait pénalty. Je savais qu'il y avait encore une autre phase. Je n'arrive plus à me souvenir de quoi, mais avec Marc, vous en avez une autre. Non, il y a pénalty. Oui, il y a pénalty là. On le voit d'ailleurs ici à l'image. C'est la radio, c'est vrai, mais là on a une photo. On live vidéo sur l'application RTBF ou l'application View, on le rappelle, complètement foot, mais avec l'image en plus du son. C'est là où on voit que Marc, c'est pas son poste en fait, parce que ça c'est une grossière faute. Je peux comprendre qu'il est frustré, mais c'est une grossière faute. Pascal? Penalty. Stéphane? Oui, sans discussion. Effectivement, c'est dommage parce que je pense qu'elle est inutile cette faute. Ouais. On a ajouté. Parce que Kofi allait avoir le ballon, hein, vu que Lang le pousse. Tout à fait. Tout à fait. Merci Stéphane. Oui, tout à fait. Merci Stéphane.